Mesdames, Messieurs, bonjour, Koué. Écoutez, en ce spécial portant sur Haïti, Haïti, trajectoire tragique à quand le correctif politique, eh bien, nous recevons alors là une personnalité de marque, messieurs, dames. Si vous ne le connaissiez pas encore, eh bien, c'est peut-être parce que vous n'avez pas suivi la politique nationale et même, je vous dirais, internationale. Vous l'avez assurément connu comme élu à l'Assemblée législative en Ontario. Il a également été premier ministre de l'Ontario. On l'a connu comme chef du Parti libéral du Canada et tout récemment, il a été nommé comme ambassadeur du Canada à l'ONU. C'est avec une immense joie, messieurs, dames, que nous recevons Monsieur Robert Keith Ray, de son nom qu'on le connaît tous, je dis bien l'honorable Bob Ray, messieurs, dames. Bob Ray, Oui. Monsieur l'ambassadeur, honorable oui. Bob Ray, comment ça va? Ça va très bien. On travaille fort à New York. Je suis très heureux de pouvoir parler avec vous et tous ceux qui nous écoutent. Et c'est un énorme plaisir pour moi de pouvoir parler d'un sujet qui me touche toujours et qui est effectivement au centre de nos activités à New York, à l'ONU, mais aussi à travers le monde. Alors, parce qu'on travaille non seulement pour un Québec sans racisme et un Canada sans racisme, mais pour un monde sans racisme. Et nous voyons toujours que ça existe comme un grand défi dans le monde. Élection, en ce sens, elle remonte depuis la rédaction de votre thèse. Écoutez, vous avez écrit sur les Fabiens. Est-ce que vous vous en rappelez encore, cette fraternité qui a donné naissance à bien des premiers ministres au Royaume-Uni, mais également en Inde, ne serait-ce au Pakistan, à Singapour? Est-ce que ça tient de là, votre côté très actif pour les droits humains, le côté social? On vous écoute, monsieur l'ambassadeur. Eh bien, je pense que naturellement, nos études nous donnent des idées, mais ce n'est pas seulement nos études, mais c'est notre expérience. J'étais comme jeune homme, comme un très jeune, j'avais 7-8 ans. Mon père était diplomate à l'époque. Monsieur Saul-Ré. Et on était à Washington. Et là, on a vécu pour 6 ans. Alors, j'étais là pendant les années de mouvement des droits civils, des grands discours de Martin Luther King et des autres. J'étais dans une école qui était intégrée, effectivement. Et je me souviens très bien que c'était pour moi, comme jeune Canadien, jeune homme blanc que j'étais, c'était une expérience complètement différente. Et mes parents m'ont dit, écoute, c'est important que tu comprennes, Bob, que c'est ça la vie, c'est ça le monde. Tout le monde n'est pas comme vous. Vous êtes partie d'un monde qui est de plusieurs races. Et effectivement, c'est là où j'ai commencé mon expérience, disons, multiraciale. Et en même temps, la prochaine poste pour mon père, c'était Genève. Alors voilà. Là, j'étais parti d'une école internationale. J'ai fait mes études secondaires là-bas. Et Después Mexico. Después voilà, Mexico, hein? Et plus tard, il était au Mexique. Okay. Mais pour moi, la diversité du Canada, la diversité du monde, c'est la réalité de notre temps. Alors, mieux comprendre les origines du racisme, mieux comprendre les origines des idées, disons, impérialistes, les idées où les gens pensent qu'une race est plus supérieure que des autres. Ça
c'est pas seulement une question d'études, mais c'est une question d'une vie, d'une bataille que nous avons pour créer vraiment un monde qui est sans racisme, où nous célébrons la diversité, nous, pas seulement nous acceptons, mais nous le célébrons et nous le voyons comme étant une partie intégrale de nos vies. Et je crois que pour moi, personnellement, c'était toujours très important dans ma vie personnelle. J'ai essayé comme politicien, comme chef d'un gouvernement, de créer des institutions où le racisme, on ferait une lutte contre. J'ai établi en Ontario un secrétariat spécifiquement sur l'antiracisme. Nous avons créé des études pour les étudiants en mieux comprenant les origines, les racines du racisme dans notre pays, dans notre province, mais aussi pour comprendre comment on peut le survaincre. Alors pour moi, c'est une tâche qui continue et c'est un aspect très important de notre travail aux Nations Unies. Sachez, on rappelle à nos auditrices, auditeurs, vous avez été élu d'une circonscription à forte majorité multiculturelle, Toronto Centre, entre autres. Oui. Vous, ça c'est clair, vous avez travaillé en ce sens. Mais il y a une question que Coconut Podcast aimerait vous poser. C'est là un peu tout le filon de Coconut. On aimerait savoir, vous avez parlé de Saul Ray, mais Lois Ray, elle vous a sûrement également, bien sûr, apporté des valeurs phares qui vous auront servi tout au long de votre vie. Pourriez-vous nous relater quelques éléments en ce sens? Votre maman, quoi. Ouais. Vous parlez de ma mère, oui, naturellement. Oui, voilà. Ma maman, elle a vécu pour 100 ans. Oui, voilà. Elle est morte seulement, ça fait 7 ans qu'elle ouais, n'est plus avec nous. Elle était née en Angleterre. Son père était un médecin qui venait de l'Australie. Sa mère, qui était ma grand-mère, et là, je l'ai connue très bien. Mon grand-père, je n'ai pas connu parce qu'il est mort quand il était assez jeune. Mais ma mère était, disons, avec un petit L, était une vraie libérale. Elle croyait dans les valeurs de lutter pour les droits humains, pour l'importance de la diversité et pour la tolérance. Et c'est quelque chose qu'elle était non seulement confortable, mais elle était déterminée de continuer de parler et de faire apprendre et de voir jusqu'à quel point la vie, nous devons accepter qu'elle était anti-impérialiste. Elle n'était pas une grande femme de l'Empire britannique. Elle est devenue une Canadienne quand elle est mariée à mon père. Elles se sont rencontrées en Europe juste avant la guerre et ils sont venus au Canada quand la guerre a déclenché. Alors, pour moi, c'est une femme qui m'a beaucoup inspiré. Oui, beaucoup inspiré, voilà. Superbe. Et avant de quitter le volet plus personnel, lorsque Judith, Éléonore, Lisa voient leur papa travailler aujourd'hui dans la grosse pomme à New York et occuper ce poste si prestigieux que d'être ambassadeur du Canada à l'ONU, quelles sont leurs réactions et les réactions de vos 5 petits-enfants également, monsieur l'ambassadeur? On a maintenant 6. 6. D'accord. Ouais. Le plus petit, il a 7 mois. Ok, d'accord. Il s'appelle Henry ou Henry, on dit. Henry, bien sûr. Leur réaction face au fait que papa ait eu une si brillante carrière politique et aujourd'hui, vous défendiez toutes les valeurs canadiennes au plus haut niveau à l'ONU, leur réaction, c'est quand même énorme. Oui, mais effectivement, ça fait longtemps parce qu'ils étaient élevés dans une maison où j'étais toujours dans la politique. Okay, ouais. Ils n'ont pas connu une vie différente. Alors, c'est là leur vie. Et pour nous avons toujours encouragé les enfants à faire ce qu'ils voulaient faire eux-mêmes.
C'est pas une question de moi de dire, eh ben, faites ça, faites ça. Ils ont des différentes choses. Ma fille Judith, elle travaille dans le domaine de la loi indigène, autochtone. Elle travaille pour un cabinet à Toronto, mais elle voyage à travers le pays, y inclut le Québec. Elle suit les traces de papa? Elle sera première ministre à un certain moment? Non, probablement pas. J'ai toujours dit, vous ne devez pas me suivre, vous devez faire ce que vous voulez faire. Et moi, j'ai jamais insisté qu'ils deviennent quelque chose. Mais ils veulent avoir la vie. Lisa, le deuxième, elle travaille à Toronto aussi. Et tous les trois habitent à Toronto. Et ils sont, on est ensemble comme famille. Je retourne la semaine prochaine pour des fêtes d'anniversaire de nos jumelles qui sont très jeunes, ils ont 5 ans. Alors, je crois que c'est important pour les gens de savoir que nous vivons une vie normale comme famille. C'est pas, vous dites que toutes les choses sont tellement prestigieuses, etc. Il ne faut pas penser que ça dure pour la vie. Pour nous, les valeurs les plus importantes sont les valeurs familiales, les valeurs de solidarité avec la famille et surtout de parler avec nos bons amis, nos copains que j'ai connus depuis longtemps. C'est ça, il faut respecter. Pour moi, j'ai toujours trouvé que dans le Canada, on a un certain respect pour la vie privée des gens. Et ça, c'est important. Il ne faut pas exagérer la célébrité ou quelque chose comme ça. Il faut dire que non, les gens ont droit à une vie privée. Et souvent, quand je suis dans un restaurant à Toronto, même à Montréal, les gens disent bonjour, mais ils ne font pas des interventions pour parler toujours parce qu'ils acceptent que, voilà, il est là pour manger avec sa femme ou manger avec sa famille. Il faut le laisser. On va le laisser tranquille. Voilà, on les laisse tranquilles. C'est comme ça le Canada. C'est une grande chose pour nous de ne pas insister sur le fait que les gens deviennent une propriété publique. Et la célébrité n'est pas toujours la meilleure chose du monde. Hein. C'est clair. Monsieur l'ambassadeur, là, on rentre dans ce qu'on appelle le plat principal. Oui. Écoutez, nous avons comme thématique au mois de janvier, Haïti célèbre sa fête nationale, la fête de l'indépendance le 1er janvier avec la soupe Joumou, hein, cette soupe de courge en couleur orange, jaune, comme ça. Écoutez, Haïti, trajectoire tragique, à quand le correctif politique? Vous avez été nommé par Monsieur le Premier ministre Justin Trudeau, le très honorable Justin Trudeau, le 26 juillet 2020 comme ambassadeur du Canada à l'ONU. À partir de ce moment, votre travail sur la scène internationale se poursuivait, car vous aviez été envoyé spécial du Canada, je pense bien au Myanmar, entre autres, et dans quelques parties du monde. Donc, vous avez représenté le Canada quand même au niveau de ses valeurs. Mais en 2020, une telle nomination de la part de M. Trudeau. Son bureau m'a contacté pour voir si j'étais prête à venir à Ottawa pour parler avec lui au mois de janvier. J'ai parlé avec lui pour discuter la situation pour les réfugiés à travers le monde où je travaillais pour lui comme envoyé spécial. Mais la conversation a commencé avec le sens que le Premier ministre disait, écoute, le prochain été, nous pensons que nous allons avoir un changement de poste à New York. M. Blanchard quittait. Blanchard, mon bon ami, Marc-André, c'est un grand ami de moi. Il a dit que ça fait 4 ans qu'il est là, il veut retourner à la vie privée. Est-ce que vous êtes prête à le remplacer?
Franchement, j'étais étonné parce que je ne m'attendais pas. Et j'étais honoré par sa proposition. J'ai accepté tout de suite. Et elle m'a demandé, est-ce que vous voulez parler avec votre femme? J'ai dit non, c'est pas nécessaire. Elle sait bien que si on a l'opportunité, on va le prendre. Mais elle était comme moi, elle était très heureuse avec l'opportunité. Pour moi, c'est une espèce de retour au travail familial, si vous voulez. Mon père était diplomate pour 40 ans. J'ai vécu, comme je vous ai dit, j'étais élevé dans une famille de diplomates. Et la vie diplomatique est quelque chose que je connais bien, que je comprends très bien. Et pour plusieurs années après mon travail comme politicien provincial en Ontario, j'ai commencé une nouvelle carrière dans le domaine de la gouvernance et de ce que peut faire le Canada pour encourager les valeurs du pluralisme, pour encourager la résolution des conflits, etc. Alors, c'était un aspect du travail que je fais pour plusieurs années. Et ça m'a beaucoup. J'étais très heureux de pouvoir faire ce travail-là. Et encore, je peux le faire maintenant de mon poste ici à New York. Alors, C'est superbe, ça. grand plaisir d'être là. Et pour moi, j'étais. Vous parlez d'Haïti, mais j'étais en Haïti comme député fédéral en 2010, juste après le tremblement de terre. Après le désastre, j'étais là pour une semaine de reconnaissance et c'était terrible. Or, et je crois que le monde doit connaître que jusqu'à quel point le gouvernement, l'activité publique d'Haïti était complètement écrasée par le tremblement de terre. Et on a perdu 150 000 personnes en à peu près 5 minutes. C'est énorme. Ouais. C'est énorme. C'est une tragédie énorme. Et c'est là où je pense que les gens doivent comprendre que ce n'est pas seulement les problèmes politiques, les problèmes, disons, les divisions politiques, la dictature du valier, du père et fils. C'est pas seulement ça qui est l'expérience de l'esclavage, l'expérience du colonialisme, du fait que la quittance d'indépendance. Ils ont dû payer pour leur liberté, qui est terrible. C'est horrible de penser que c'était le cas, mais nous savons très bien maintenant que c'est la vérité. Et alors, l'Haïti a commencé dans la pauvreté. Malheureusement, elle est toujours dans la pauvreté, une pauvreté profonde pour la population, mais une population formidable, résiliente, très forte, mais il faut reconnaître la nature du problème. Au moment où je suis arrivé à New York, on m'a dit que, eh bien, comme ambassadeur, vous avez un job spécifique, c'est vous êtes président d'un comité pour l'ACOSOC, qui est un forum des Nations Unies, sur l'Haïti. Vous êtes le Canada et le président du comité, alors c'est vous. Ah ben, j'ai dû faire mon travail pour mieux comprendre la situation. Et ce qui est quand même, vous avez été en Haïti en 2010, vous avez vu l'état du pays, il y a eu quand même un effort mondial de la part des citoyens, des humains de la planète. Haïti a pu recevoir près de 4 milliards de dollars et un peu plus d'aide internationale, mais celle-ci s'est dissipée dans l'air, ne s'est pas rendue directement sur le terrain. Vous, votre analyse, 12 ans, 13 ans après, est-ce que c'est au niveau structurel? Donc, Haïti n'avait pas les structures pour pouvoir gérer cet argent, ou tout simplement, la communauté internationale a failli en envoyant cet argent à des gouvernements qui n'ont pas pu en faire bon usage? On vous écoute. Eh bien voilà, on doit parler de la corruption. Et je crois que c'est important que
comme vous le dites, on a dépensé 4 milliards de dollars et ce n'est pas le cas absolument, Alain, que ça dissipé. Il faut se souvenir que la bonne majorité de l'argent était l'argent pour nourrir la population, parce qu'il y avait une situation humanitaire qui était terrible. Alors, effectivement, il y a beaucoup de choses qu'on a faites pour aider la population. Mais le problème, c'est qu'on n'a pas investi l'argent pour mieux créer les institutions pour l'avenir et pour les renforcer. Et effectivement, on a le problème, comme j'ai dit, de la corruption. Et ce n'est pas seulement la corruption des gens politiques en Haïti. Ben, c'est le cas, mais ce n'est pas le seul exemple. C'est la corruption des compagnies, et même les compagnies multinationales, les autres compagnies qui ont pris beaucoup de l'argent pour, disons, commencer une business ou quelque chose comme ça. Mais écoute, tout l'argent n'a pas vraiment aidé la situation. Et pour moi, c'est quelque chose où nous devons apprendre mieux, beaucoup mieux. Qu'est-ce qui s'est passé dans ces années après 2010? Et j'ai toujours de me poser cette question à l'ONU, à nos collègues américains, parce que les Américains, c'est eux qui ont dépensé la plus grosse majorité de l'argent. Le Canada a dépensé presque 1 milliard depuis 2010 jusqu'à maintenant. Mais comme je vous ai dit avant, c'est pas juste à dire que nous donnons au gouvernement haïtien. Nous, Canada, ne donne pas l'argent directement au gouvernement haïtien parce que nous avons appris notre leçon. On peut pas le donner parce que la classe politique en Haïti a un appétit énorme, énorme. C'est si bien dit, monsieur l'ambassadeur, avec toute la diplomatie qui est là. On ne peut pas leur donner d'argent parce qu'on ne peut pas avoir confiance que ça va être traité normalement. Et ça, c'est un problème que nous avons. Monsieur l'ambassadeur, le 26 juillet, vous devenez notre représentant à l'ONU au niveau du Canada. Nous voyons, suite à l'élection de monsieur le Premier ministre Justin Trudeau, il va faire appel à madame Mélanie Joly, qui deviendra chancelière, ministre des Affaires étrangères au Canada. On sent qu'il fait appel, bon, vous n'aimez pas trop ce terme, mais nous, à Coconut, vous savez, à deux vedettes, n'est-ce pas, de son équipe, pour, en quelque sorte, redorer le blason qui avait légèrement pâli, selon certains analystes, au niveau international. On se rappelle des belles années lorsque vous étiez vous-même à Ottawa en tant qu'élu, le Canada sous M. Jean Chrétien, entre autres, faisait feu de tout bois à l'international. À l'époque de M. Solrey, lorsqu'il avait été appointé comme ambassadeur à l'ONU par Pierre Elliott Trudeau lui-même, on sentait que le Canada faisait feu de tout bois à l'international, avait un respect incroyable. Lorsqu'on parlait, on nous écoutait très rapidement. Et là, on sent que c'est un peu revenu, là, très récemment, avec votre venue et celle de Mélanie Joly. Est-ce un retour du Canada sur la scène internationale? On sait que vous avez sanctionné l'ensemble du gouvernement, certains dirigeants iraniens avec certains acolytes qui se font coupables de ce régime. Vous avez porté certaines sanctions également à l'égard de certains ressortissants russes, bon, hommes d'affaires ou autres. Et là, très récemment, en novembre 2022, Monsieur le Premier ministre, Justin Trudeau, par l'entremise de toute son équipe, vous appliquiez des sanctions sur certains dirigeants, hommes d'affaires haïtiens. On aimerait comprendre, nous, à Coconut Podcast, en tant que citoyens, est-ce qu'on est en train d'assister à un retour en force du Canada? Question que les valeurs de justice, les droits humains, ça, on allait les faire respecter. Même le Premier ministre, c'est un peu
coltaillé, comme on dit en québécois, avec Xi Jinping. On a même vu, il parlait des droits humains. Alors, on aimerait vous entendre. Est-ce qu'on sent un retour? Est-ce que c'est le retour du Canada sur la scène internationale comme on l'a connu dans les années de 70 à 2000? On vous écoute. Oui, je pense que, je ne sais pas si on peut le dire comme retour, parce que le Canada, franchement, n'a jamais quitté la scène internationale. Mais c'est peut-être avec la position de M. Trudeau et son gouvernement, ses ministres, et maintenant c'est Mme Joly, je crois qu'il y a une attitude très positive sur la question de l'engagement canadien et sur la question de la diplomatie canadienne, non seulement privée, ou diplomatie qui n'est pas très transparente, mais avec une diplomatie qui est plus publique. Quand j'ai discuté avec lui, j'ai dit, écoute, j'ai l'habitude de parler publiquement. Ça fait 40 ans que je suis dans la politique. Ça fait pas la langue de bois. Oui, ben, est-ce que je peux continuer? Il dit oui, mais avec discrétion, naturellement, mais absolument. Il faut dire clairement quelle est la politique du Canada et pourquoi. Et c'est ça mon attitude personnelle. Je sais bien que Mme Joly fait la même chose. Mais c'est pas seulement une question de parler, c'est une question d'agir. On dit en anglais, he must walk the talk. Il faut suivre nos paroles les avec babines nos doivent actions, suivre les bottines. avec nos activités. Ah ben ça c'est important. Et je pense que ça se fait. On le voit en Ukraine, on le voit du point de vue de nos dépenses, franchement, de nos investissements étrangers dans l'infrastructure, de beaucoup de choses où nous sommes plus présents qu'avant. Et c'est ça, j'espère que ça va continuer. Mais je crois que l'importance pour les Canadiens, c'est de reconnaître quelque chose qui est célébré aussi par M. Trudeau, c'est le fait que c'est pas seulement que le Canada est dans le monde et impliqué dans les affaires, dans les choses globales, mais c'est aussi que le monde est au Canada. Nous sommes devenus un pays international par notre population. Alors, ça veut dire que cette question de l'identité canadienne a changé depuis quelques années. Nous avons vu une évolution de cette identité face aux changements démographiques qui sont là. Et je crois que c'est un moment pour les Canadiens de reconnaître que nous sommes un des pays les plus internationaux dans le monde. Nos villes, le Montréal, Toronto, etc., ce sont des villes vraiment multiraciales, multiculturelles. Et nous voyons comme dans notre identité, notre propre identité, et je sais bien que c'est une question à la fois controversée au Québec, mais je crois que c'est important de l'accepter et de la célébrer et de le voir comme un aspect intégral de notre identité, de ce que nous sommes dans le monde. Alors, ça veut dire que le Canada, quand nous avons un conflit à travers le monde, ce sont des conflits qui nous touchent directement. Ça touche la population canadienne. La crise d'Haïti, c'est une crise pour la population haïtienne au Canada. Et nous le voyons chaque jour. C'est notre expérience. Et c'est pourquoi il faut continuer dans en Haïti, suite à une succession d'actions au niveau intérieur canadien, mais international. En octobre 2022, l'ONU va adopter cette résolution, n'est-ce pas, qui va sanctionner les dirigeants haïtiens. La résolution 26, vous me rappelez, 83, je pense bien. Ma mémoire me fait défaut. Oui. Oui, voilà. Ils ont adopté cette résolution qui stipulait que les dirigeants, la 2653, c'est bien ça, eh bien, 15 pays membres du Conseil de sécurité de l'ONU vont voter pour que cette résolution soit adoptée
Et celle-ci spécifie qu'on doit geler les avoirs, entre autres, de ces dirigeants qui seraient impliqués dans de la corruption, financement de gangs dans le pays. Vous vous êtes rendu, monsieur le Premier ministre du Canada, lui, va appliquer cette résolution un mois plus tard. Bon, on attend quand même d'autres pays qui siègent sur le Conseil de sécurité, tels que la France, qui ont voté pour la résolution, mais qui n'ont pas encore, selon les recherches de Coconut, adopté des mesures telles que monsieur le Premier ministre Trudeau a fait. On aimerait avoir dans un premier temps votre réaction en ce qui a trait à ces sanctions. Ont-elles été bien reçues suite à votre visite en Haïti durant le mois de décembre 2022? Vous avez rencontré plusieurs personnalités phares. Quelles sont leurs réactions en ce qui a trait à ces sanctions? Et vous, lors de cette visite, quelle a été votre lecture? Vous avez pu rencontrer monsieur l'ambassadeur Sébastien Carrière. Quels ont été vos échanges avec les différentes personnalités et quelle est votre lecture suite à cette visite? Alors, les sanctions, vous, est-ce que vous voyez que ça a été bien reçu? Et par la suite, votre lecture suite à votre visite en Haïti il y a quelques semaines. On vous écoute. D'abord, je dirais que les sanctions ont été bien acceptées par à peu près tout le monde avec lequel j'ai parlé, mais le groupe Montana, les autres dirigeants du business, les gens d'affaires, les politiciens dans le gouvernement, etc., ils n'étaient pas complètement heureux parce qu'on a même nommé des gens qui étaient dans le cabinet. Les gens n'étaient pas absolument heureux avec ça, mais ils ont accepté. Et je crois qu'on a vu depuis les annonces publiques sur les sanctions une certaine différence. Mais maintenant, je dois dire que ça, c'était important, c'était une position importante du Premier ministre qui a souligné quand il était à New York au mois de septembre. Je crois que c'est la première fois qu'un Premier ministre canadien a parlé si publiquement sur la question de la corruption et la question des relations entre les gangs qui font tellement de dommages et causent énormément de problèmes en Haïti à présent, et la classe politique. Je crois que c'était une déclaration importante de la part de notre chef, M. Trudeau. Mais votre patron également la question continue, c'est pas seulement la question des sanctions, parce que l'ONU travaille lentement de temps en temps. Et effectivement, on a fait une résolution sur les sanctions, mais ça prend du temps pour créer l'équipe, les experts qui vont étudier de plus près qui sera sur la liste, qui ne sera pas sur la liste, etc. C'est pas facile, mais c'est un travail important. Le Canada a décidé qu'on avait, nous, à cause de notre relation avec Haïti, à cause du fait que nous avons grande population, un certain degré d'information que peut-être d'autres, ils n'ont pas, nous avons décidé d'aller en avant. Parce qu'on dit, oui, on va continuer sur la bonne voie. Et c'est ce qu'on a fait. Et vous avez raison, les autres pays n'ont pas fait parallèle avec nous, ils n'ont pas fait. Et franchement, nous continuons de parler avec ces pays pour dire, écoute, nous avons fait des sanctions, est-ce que vous allez nous suivre? On a fait la résolution aux Nations Unies, et maintenant, il faut aller en avant. Et nous essayons toujours de faire ça. C'est pas facile, mais on le fait. Mais il y a d'autres questions importantes, parce qu'il y a une deuxième question pour le Canada, c'est qu'on est impliqué dans la discussion politique sur la question de l'avenir d'un gouvernement constitutionnel, parce qu'il y a maintenant... de facto, là, monsieur, c'est ça, Ariel Henry. Il n'y a pas de gouvernement constitutionnel à présent. Monsieur Henry est là parce qu'il était nommé par
Jovenel Moïse, oui. M. Moïse qui était assassiné. Alors, mais effectivement, il n'a pas été élu. Il ne siège pas dans le Parlement. Il n'y a pas de Parlement. Les sénateurs en Haïti sont plus. Alors, il faut aller vers, avec un processus qui est plus largement accepté par les groupes politiques, les partis politiques, les représentants de la société civile, etc. Et ça, c'est une discussion difficile parce qu'il n'y a pas d'accord entre les gens dans la classe politique pour savoir comment est-ce qu'on va faire la transition envers des élections vers un gouvernement constitutionnel. Mais c'est ça qu'il faut faire. Et troisième point, il faut aller aussi avec la question de la sécurité, qui reste toujours très, très difficile en Haïti. Et le Canada, et maintenant, nous continuons nos discussions avec d'autres gouvernements, avec tous nos collègues ici à New York, mais aussi dans les capitaux du monde, pour dire, écoute, qu'est-ce qu'on va faire pour répondre à la situation sécuritaire en Haïti? Est-ce qu'il y aura une autre deuxième résolution à Conseil de sécurité? Et le Canada doit décider comment exactement nous allons agir et nous allons nous présenter dans la situation. Nous avons envoyé encore de l'équipement à la police nationale haïtienne. Nous continuons de discuter avec eux de leur stratégie en détail, d'une façon assez spécifique et granulaire, pour comprendre mieux exactement quelle est la structure des gangs, comment est-ce qu'on va vraiment changer la situation avec les gangs. Mais c'est ça la situation primordiale à présent. Et là, nous sommes en train de discuter avec les partenaires. Chaque jour. Vous parlez de la résolution 2653, celle qui applique les sanctions. Vous dites éventuellement il pourrait y avoir une autre résolution. Écoutez, votre patron, je ne sais pas si je dois l'appeler ainsi, M. Gutiérrez, lui dit que la situation doit se résorber dans tous les cas. Et il parle même d'une force, même d'intervention afin que ça change. Vous me corrigerez. Vous avez M. Blinken, secrétaire, voilà, l'équivalent du ministre des Affaires étrangères, secrétaire d'État aux États-Unis, qui, lui, a approché le gouvernement canadien afin que vous commenciez à vous préparer, regardiez comment vous pourriez mener, être à la tête d'une force d'intervention musclée. Parce qu'on ne parle pas de maintien de la paix dans ce cas-ci, il faut déloger ces gangs. Il y a eu un genre de réponse assez clair de vous-même, mais surtout du Premier ministre Trudeau, disant que l'intervention militaire n'était pas sur les planches pour le Canada. J'aimerais vous entendre là-dessus. Plusieurs gens issus des communautés caribéennes, mais surtout haïtiennes, vous écoutent aujourd'hui. Plusieurs gens en Haïti disent on veut une intervention parce que la situation elle est intenable. Plusieurs gens de la diaspora haïtienne, se rappelant des défaillances de la MINUSTA, entre autres ou autres, se disent on ne veut plus d'intervention militaire. Où se situe le Canada dans tout ça, plusieurs semaines après les demandes faites par M. Blinken? On vous écoute. Et je pense que la question d'une intervention, c'est plutôt de voir comment est-ce que peut aider la police nationale haïtienne et le gouvernement, les institutions publiques d'Haïti. Comment est-ce qu'on peut vraiment les assister à résoudre ce problème? Mais nous croyons que effectivement, la solution doit venir de leadership haïtien. Parce que nous avons, comme vous l'avez dit, nous avons l'expérience des interventions de l'extérieur. Et franchement, les interventions commencent, on a un certain impact, on les voit, il y a une réduction de violence, oui, mais maintenant c'est plus sérieux. Maintenant, la violence est
le problème, c'est que c'est pas complètement transparent. C'est qui sont dans les gangs, quelles sont leurs relations avec des différents partis politiques. Et on doit dire, écoute, vous avez la capacité de mettre une fin à cette situation. Je le dis au leadership haïtien, c'est à vous de la résoudre. Vous pouvez la résoudre. Mais vous avez, on va vous donner, on va vous assister, on va vous donner les moyens de le faire. Il faut que vous avez les capacités, comme on dit, la capacité de le faire. Mais la décision de le faire, ça doit venir au sein du gouvernement haïtien. Le Canada ne peut pas remplacer le gouvernement haïtien. Nous ne pouvons pas agir comme si nous étions le gouvernement. On n'est pas le gouvernement d'Haïti. Mais nous pouvons assister. Mais c'est pourquoi la discussion continue. Et quand on parle d'une intervention, il y a des interventions humanitaires, il y a d'autres interventions qu'on a. Le problème qu'on a avec la situation à présent, c'est que les gangs ont contrôlé, effectivement, ils ont contrôlé pour une période de temps le port à Beyrouth, à Port-au-Prince. Oui, oui, oui. Et maintenant, les routes sont toujours bloquées. Okay. C'est les gangs qui sont en contrôle. Mais nous, on va pas envoyer des milliers de soldats pour dire oui, on va résoudre vos problèmes. Et puis la question est, et après quoi? Après, qu'est-ce que vous allez faire? Ah ben, la réalité, c'est que les gens disent on a eu assez, on va retirer nos troupes et puis on est dans la même boîte. Alors, il faut trouver des solutions, comme je dis toujours, qui sont vraiment durables. La durabilité de nos interventions, c'est là la chose la plus importante. Et comment vraiment aider les institutions politiques en Haïti de résoudre les problèmes, c'est ça la grande tâche, à mon avis. Et c'est ce que nous continuons d'essayer de faire. Alors, on dit assistance, oui, et une assistance qui sera assez forte, mais il ne faut pas penser qu'on va substituer au gouvernement. On va nous substituer dans le problème pour des institutions politiques haïtiennes. C'est pas normal, c'est pas là qu'on va trouver les solutions. On a senti, suite à votre visite, que votre lecture était très humaniste, elle était très canadienne. Vous avez même dit que c'est inadmissible une telle situation, il faut que ça change. Je peux vous dire que ça a résonné dans certains cercles de la communauté haïtienne, mais il y a quand même cette critique qui est encore latente. Vous dites que vous ne voulez pas être le gouvernement haïtien, ça c'est clair, mais il y a le corps groupe, n'est-ce pas? Et entre autres. Non, ça n'existe plus. Ça n'existe plus? Non. Okay. Non, le Canada n'a pas participé dans un soi-disant corps groupe depuis quelques temps. M. Carrière, quand il était nommé, il dit que non, il faut qu'on respecte les institutions haïtiennes. Il n'y a pas de corps groupe. OK. Donc, Mme Lalime, BINU, corps groupe, un peu l'international qui se réunit afin de voir comment... Non, mais il faut apprendre de nos expériences. Il faut apprendre des choses qu'on ne peut pas insister sur un résultat. Le Canada, nous n'avons pas un candidat préféré pour être président ou premier ministre. Nous n'avons pas une solution, une constitution. Est-ce qu'on en a déjà eu des candidats favoris? Non. Dans le passé, je ne sais pas, mais je peux vous dire que au moment où je suis là, on dit clairement, écoute, c'est à vous d'avoir vos discussions et on va respecter le choix que vous faites. Mais il faut que le choix est fait d'une façon transparente et ouverte. Monsieur l'ambassadeur Bob Ray, on vous dit un grand merci. Et comme à la fin de toutes nos entrevues, on a eu la chance de se promener à travers le Québec, je ne peux pas dire encore toute la nation canadienne, mais on l'a déjà fait, hein, sachez-le. On a appris en langue abénaki dans le centre du Québec, Drummondville, Victoriaville, Odanak plus précisément. On nous dit « Olé, olé ». Par la suite, on a été voir nos frères et sœurs Huron, Wendat, et en langue Wendat, ils nous disent « Teawek ».
Par la suite, monsieur l'ambassadeur, on s'est rendu jusqu'en Abitibi-Témiscamingue. Et en Abitibi, nos frères et sœurs en langue algonquine, ils nous disent Miigwech. Et là, on est dans la région de Montréal. Eh bien, nos frères et sœurs des Premières Nations, nos frères et sœurs des Premières Nations, ils nous disent Nyawen. Alors, monsieur l'ambassadeur, merci d'avoir été avec nous et surtout, poursuivez le bon travail que vous faites. Merci. Alors, messieurs, dames, oui, nous étions avec l'honorable Bob Ray, membre du conseil privé du roi. On se doit de dire aujourd'hui, c'est tout un honneur que d'avoir pu nous entretenir avec une si grande personnalité, mais surtout de pouvoir échanger avec lui et d'avoir sa lecture sur ce qui se passe en Haïti, mais également sur la suite des choses. Je vous invite à nous suivre sur les différentes plateformes en vous abonnant sur YouTube, Instagram, Facebook, mais également Spotify, Apple Podcast, Google Podcast et Balado Québec. Messieurs, dames, vous étiez sur les ondes de Coconut Podcast. Alors, comme à l'accoutumée, je vous dis, on se voit pour une prochaine entrevue sur les ondes de Coconut Podcast. Sur ce, Nyawen, merci, au revoir!